RCN. Le son de la différence. Salut à tous et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma. Et donc, oui, la bande-annonce d'un soleil qui meurt, on parle donc bien évidemment de Sunshine, de Danny Boyle, avec une bande-annonce qui ne représente pas du tout le film. La vache. Hein, tu ressens les années 2000 là d'un seul coup avec cette reprise de la musique du Requiem for a Dream et tout Je le bordel. ressens surtout pas du tout la tonalité Du un film, peu mélancolique ouais. du film. Enfin Ah, bref, pas du tout, hein, il y a déjà un problème. On est là c'est depuis quelque chose. 10 secondes, il y a déjà un Il y problème. a déjà un problème. Salut Jérôme, comment tu vas? Salut Roland, j'ai attrapé un petit coup de froid, donc je m'excuse d'avance pour les possibles errements au niveau de ma voix et tout ça. Donc, Eh bah écoute, ça tombe bien. Moi j'ai un début d'allergie, Bah, donc parfait. on est dans les carcans parfaits pour parler de ce film où il fait froid parce Ouais. que bien évidemment donc le soleil est en train de mourir, c'est l'histoire du film. Mais avant de revenir à fond sur le film, il faut bien évidemment revenir sur la production et sur les deux hommes importants du film, à savoir Danny Boyle et Alex Garland. Alors Danny Boyle, donc c'est un réalisateur britannique, il est né le 20 octobre 1956 à Radcliffe et ça c'est très important, on va revenir beaucoup plus tard là-dessus. Sa famille est issue d'une classe ouvrière catholique irlandaise, donc ils sont très très à fond dans la religion, et c'est ce qui va notamment forger on va dire l'éducation de Danny Boyle par la suite. Après il se relèvera un peu plus agnostique, forcément il va se redéfinir un peu plus sur notamment le drame et la télévision, car c'est à la base dans ces endroits-là où il a commencé à travailler, parce qu'il venait on va dire des petits patelins, donc il n'a pas commencé par le cinéma. Il va revenir au cinéma plus tard, notamment à partir de 94, avec notamment deux comédies noires, donc Petit meurtre entre amis en 94, et bien évidemment le film qui va le propulser en 96, Trainspotting. Ouais, bah Trainspotting qui est un peu symptomatique du style de Danny Boyle dans sa, on va dire, première partie de carrière. Je maîtrise un peu moins la deuxième, mais c'est un petit peu un cinéma qu'on a tendance à aimer quand on est ado, parce qu'il très nerveux. Très nerveux, très frénétique et un peu, on va dire, à la cool, quoi. Ouais. Très populaire aussi, avec beaucoup de musique, de musique déjà composée, quoi, de groupes populaires, etc. Donc, c'est ça, le film commençait notamment avec la musique Lust for Life, donc de Iggy Pop, exactement, avec un style très barré, sous speed en termes de montage. On est vraiment... Boyle, en fait, je pense que c'est un réal très représentatif des années 90. Ouais. La génération MTV, post-MTV ça, qui commence à arriver. Clip, montage rapide, effet de style, un peu postmoderne, etc. Ça aura une certaine importance dans Sunshine aussi, dans la manière dont il est construit au niveau de son esthétique. Mais on peut peut-être parler de la rupture qu'il opère en 2003 un petit peu. Enfin, je sais pas si t'avais... Clairement. Si, j'allais revenir un petit peu là-dessus, parce que forcément, après Trainspotting, là où il est totalement mis en avant, le film est devenu instantanément culte, il va s'en suivre en fait deux échecs critiques et commerciaux. Tout d'abord avec une comédie familiale, donc une vie moins ordinaire, enfin plutôt comédie romantique en 97, et surtout La Plage en 2000, film qui lui instaurait déjà les premiers pieds à Hollywood, et là il va un petit peu se prendre les pieds dans le plat. Ouais, et puis il a des contraintes, quoi. Beaucoup de contraintes de production, ce qui va un petit peu l'énerver d'ailleurs en tant que réalisateur. Et c'est vrai que donc c'est à partir de 2002-2003 où il va y avoir un gros retour en avant grâce à 28 jours plus tard. Donc un des gros films de sa filmographie. Ah bah le film le plus important, je pense, de sa filmographie, dans la mesure où il fait partie avec l'Armée des morts de Snyder de ce renouveau de la vague zombie horrifique, même si c'est pas vraiment des zombies, c'est des infectés, quoi. Donc très clairement, oui, c'est le porte-étendard même de cette génération-là. Ouais, c'est ça. Et puis là, c'est tourné avec un budget assez réduit. Il y a cette image de grain d'évé un peu, etc. Et puis c'est le premier rôle important de Cillian Murphy, qui va revenir ensuite dans Sunshine. Mais ouais, 28 jours plus tard, il cristallise pas mal de passion, parce que c'est un film aussi qui met en avant énormément son ambiance, son sound design, sa musique, son atmosphère, et l'évolution de personnages assez clichés dans l'écriture, mais qui vont permettre d'élever la mise en scène au rang de quelque chose quand même d'assez costaud, et
à mi-chemin entre le cinéma populaire et le cinéma indé. C'est ça, il y a toujours quand même un univers très très sombre chez Boyle, malgré, on va dire, cette petite couche glacée de mièvrerie qui peut arriver par-dessus. C'est vrai que donc avec donc le gros retour donc de 20 jours plus tard, c'est un gros retour en fait en avant pour Boyle, mais aussi pour un scénariste qui a donc écrit ce film, c'est Alex Garland, donc le deuxième gros personnage de l'histoire, car en fait Alex Garland, donc c'est la deuxième collaboration en fait avec 28 jours plus tard, parce qu'en fait ils ont déjà travaillé ensemble plus ou moins déjà avec La Plage, car La Plage en fait c'est un roman écrit par Alex Garland qui bien évidemment aussi a collaboré avec Boyle par la suite pour le faire en long métrage. Alors, pour rappel, juste simplement, Alex Garland, on peut le voir en ce moment même, je crois, encore au cinéma dans Civil War. Enfin, c'est le réalisateur de Civil War qui est exactement ça, oui. J'allais revenir un peu plus sur la fin de l'émission. Mais bon, là, c'est juste histoire de poser le contexte. Alex Garland, finalement, c'est à la base un scénariste qui va plus tard devenir d'ailleurs cinéaste, à force de traîner avec des gars comme Danny Boyle. Après cela, donc, Boyle va tourner donc, Millions, qui sort en 2005. Donc, c'est un petit film familial qui est ayant pour thème, d'ailleurs, pour thématique la religion. C'est l'histoire d'un petit garçon protagoniste de l'histoire, donc qui voit notamment les saints comme ses amis imaginaires. C'est un film très personnel pour Boyle, car en fait ce dernier, forcément, comme je l'ai dit, donc il a une éducation catholique assez stricte qui va donc forger forcément plus tard sa vision d'adulte sur la religion, et d'ailleurs devenir agnostique par là même. Mais il va pas forcément se démarquer, vouloir garder le mettre à côté. En fait, il va vraiment quand même garder cette éducation, ces thématiques pour plus tard l'utiliser dans ses films, et c'est ce qui va l'être aussi forcément avec donc Sunshine. Mais donc en 2004, donc Garland retrouve Boyle en fait dans un pub à Londres sur Tottenham Court Road, et donc en fait va lui tendre le premier jet du script, donc de ce que ça va être Sunshine, alors qu'à la base Danny Boyle devait en fait enchaîner un film qui s'appelle 30,000 Degrees, et finalement donc lisant le script, Boyle sent le projet en fait peut-être arriver à bon terme, à bon sens, surtout qu'en fait c'est un sujet qui est très intéressant pour lui, car c'est un gros fan de science-fiction. Il ne s'est pas lancé dans la science-fiction parce qu'il se trouvait encore beaucoup trop vert à l'époque. On lui avait même proposé notamment le projet 4. Alien 4, qui est donc revenu chez Jean-Pierre Jeunet. Et là, Boyle en fait se dit, il est peut-être temps de passer sur ce sujet-là. Ouais, disons que c'est un script qui a éveillé chez lui l'envie de justement de mettre ça en scène d'un point de vue visuel et technique, parce que là c'était son gros défi à lui. Là où Alex Garland, il expliquait avoir eu toujours envie d'écrire un gros film de science-fiction avec des enjeux hyper forts. C'est le moins qu'on puisse dire. Il s'agit quand même de sauver l'existence tout entière, quoi. Même de tout ce qui existe presque. Donc ouais, voilà, les deux se sont retrouvés sur ce script en 2006, 2006-2007. Oui, en fait, Boyle, tout d'abord, en fait, voulait insister que le film se fasse d'ailleurs en Angleterre, parce qu'il voulait donc garder les plans pouvoirs artistiques. Mais le problème, c'est quand on fait un film de science-fiction, ça demande énormément d'argent. Et donc arrive par là même, donc en fait, l'un des plus grands collaborateurs de Boyle dans sa carrière, c'est Andrew McDonald. Andrew McDonald, avec sa société D&A Film, parvient donc, notamment avec l'aide financière de Fox Searchlight, donc pas Fox tout court, mais Fox Searchlight, qui est la branche indépendante de la Fox, va réussir donc à brandir, on va dire, un budget de 40 millions. Ouais, qui est énorme pour Danny Boyle. C'est absolument énorme. Danny Boyle n'avait jamais eu autant d'argent, il savait pas trop quoi faire avec. Et surtout, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas les films à FX, à effets spéciaux, quoi. Donc c'est quelque chose sur lequel il était un peu inquiet et puis un petit peu novice, quoi. Donc Boyle va quand même se lancer sur ce projet, mais tout d'abord, il voulait voir un truc avec Alex Garland, c'était que pour lui, l'approche froide et athéiste de Garland sur le script posait problème pour, on va dire, le résultat final. Alors, il décide en fait d'y rajouter donc une dimension spirituelle, donc ça va être une collaboration peut-être un petit peu compliquée entre les deux, notamment sur l'écriture, même si donc Garland restera seul crédité au générique en termes de scénariste. Et c'est vrai qu'en fait quand on voit notamment donc cette volonté de réécriture, d'ailleurs il va enlever plusieurs éléments que Garland avait écrits, notamment l'intrigue amoureuse sur plusieurs personnages. Il reproche également donc l'approche de Garland qui est assez froide, donc assez trop scientifique. Pour Boyle en fait il est nécessaire donc de rajouter une dimension spirituelle, rajouter en fait un mysticisme. Et quel élément de mysticisme est très important pour un film de cette pareille? Forcément, c'est le soleil. Bien sûr, ouais.
Donc, c'est peut-être le moment de résumer l'intrigue du film, non, qui peut... Un petit peu, vite fait, surtout que je voulais revenir un petit peu après sur le casting, parce que c'est très important aussi de revenir sur le casting en lui-même. Alors oui, donc en fait, l'histoire, on est en 2057, pour une raison inexpliquée, en fait, donc le Soleil est en train de mourir. Et donc un vaisseau en fait et un équipage donc de 8 astronautes en fait est envoyé dans l'espace donc pour tenter de le rallumer avec une charge thermonucléaire l'équivalente de l'île de Manhattan. Ouais. Ce qui à la base dans les scripts était quasiment l'état du Kansas, voire même un peu plus en fait. Donc en gros c'est les dernières ressources de la Terre, de l'humanité pour la mission de la dernière chance, ce à quoi sinon il n'y aura plus rien. Ouais. Et donc évidemment le soleil va avoir ce rôle d'un petit peu de personnage d'une certaine manière, de personnage de créateur quoi, de personnage mystique et métaphysique. Donc la plupart des personnages vont évoluer avec vraiment cet absolu en eux et puis bon ça contrebalance avec le fait qu'ils évoluent dans un vaisseau quand même assez clinique, assez aseptisé et assez sombre. Et donc forcément, qui dit personnage, donc il faut également travailler sur le casting. C'est très intéressant d'ailleurs en termes de casting ce qu'il a fait donc Danny Boyle, parce que pour lui, on est donc en 2007, on était encore donc sur une vision très, on va dire très occidentale sur ce que va devenir en fait le futur de l'aérospatial. Et donc Danny Boyle avait déjà lui dans le script, c'était pas déjà vraiment annoncé par Garland, mais lui il pensait déjà aussi qu'il y avait forcément une évolution du côté asiatique, donc notamment de la Chine, sur forcément la conquête spatiale. Et donc c'est pour ça qu'en fait l'histoire et le film, en fait, je pense, d'une certaine manière, sociétalement parlant, Danny Boyle voulait vraiment un casting totalement international pour montrer aussi que le sujet du film et la mission, en fait, elle était surtout en majorité humaine et internationale. Il expliquait aussi qu'il aurait voulu encore plus l'internationaliser, mais que pour des contraintes de production, notamment hollywoodienne, il n'a pas pu aller exactement où il voulait. Mais bon, le film, c'est suffisamment visible, on va dire, cet éclectisme dans le choix des personnages pour qu'on comprenne facilement que c'est le but numéro 1. C'est ça, donc c'est pour ça qu'en fait c'est assez marrant parce que quand il a travaillé sur le casting, en fait, il avait déjà des noms cochés pour ce projet, et l'un des noms en fait les plus importants et que pourtant pas le rôle principal, c'est celui de Michelle Yeoh. Il a contacté Michelle Yeoh, il voulait absolument bosser avec elle. Il lui a envoyé une lettre d'amour après avoir vu Demain ne meurt jamais. Visiblement, c'est ce qu'il disait, il tombait amoureux d'elle en regardant Demain ne meurt jamais. Alors que la petite filmographie de Michelle Yeoh, elle est pas, voilà quoi, elle a une carrière immense à Hong Kong, elle a fait des immenses films là-bas, mais Boyle donc la voulait absolument et donc lui a même proposé de choisir son rôle. Elle a choisi donc le rôle de Kara, la biologiste. Pareil au niveau asiatique, donc il va prendre Hiroyuki Sanada, donc acteur japonais, pour le rôle du capitaine. Chris Evans, très intéressant en fait le choix de Chris Evans, parce qu'en fait donc il n'était pas du tout encore la star à Hollywood et compagnie, notamment donc on va dire la première incursion de Chris Evans dans les gros projets hollywoodiens, ça devait être les 4 Fantastiques. Le film n'était pas encore sorti, mais en fait c'est la suite d'une rencontre, et en fait impressionné durant la rencontre qu'il a eu avec cet acteur, et lui avoir fait quelques petites parties de casting, il l'a engagé en fait finalement sur le champ, parce qu'il le trouvait très intéressant sur la façon de réfléchir à son personnage en fait. Et forcément on a aussi un casting très anglo-saxon, très anglais, avec notamment donc Benedict Wong, Cliff Curtis, donc le néo-zélandais, et aussi donc forcément les acteurs britanniques Rose Byrne ou encore Mark Strong. Et donc Cillian Murphy a le rôle principal de l'astrophysicien. On pourrait dire c'est normal puisqu'il a déjà bossé et collaboré avec Danny Boyle, mais pas vraiment en fait. Boyle, il était très sceptique que Murphy puisse avoir le rôle principal de Kappa, parce qu'en fait c'est un rôle écrit comme un personnage américain, donc il fallait qu'il ait un accent américain et compagnie, et en fait il a été plutôt impressionné par Murphy sur son travail donc dans le premier Batman Begins de Nolan, d'avoir effacé son accent irlandais, parce qu'il a un vrai accent irlandais, Cillian Murphy dans la vraie vie. Et donc il va décider de le prendre pour le film. Alors la préparation est très importante aussi, car Boyle en fait est un peu
aussi un très adepte de la méthode en tant que réalisateur, donc il veut vraiment plonger ses acteurs dans ces rôles-là. Qu'est-ce que l'on peut faire quand on envoie ces acteurs? Je crois savoir ce que tu vas dire. Qu'est-ce que l'on va faire donc quand on a des acteurs envoyés dans l'espace? Eh ben, on les fait vivre ensemble dans des espaces clos et confinés, notamment dans un dortoir à Londres. De logement étudiant. Ouais, de logement étudiant. En fait, il leur avait fait croire qu'ils allaient vivre ensemble dans une espèce d'hacienda magnifique, et les mecs se sont retrouvés dans une auberge de jeunesse, quoi, ou dans un dortoir, je sais plus. Je trouve ça magnifique. Ouais, c'est assez beau, mais en fait, ça a quand même plutôt bien renforcé la cohésion du groupe. C'est ça, parce que le but, en fait, c'était donc de faire bâtir un esprit de groupe et une cohésion, en fait, afin qu'ils soient dynamiques entre eux, en fait. Et de comprendre ce qui pouvait clocher au niveau psychologique, et puis au niveau peut-être de l'impatience de chaque personnage. En fait, remettre l'humain très au centre de toute cette entreprise, quoi. Parce que bon, le film va être constamment, il va faire des écarts entre l'humain, le scientifique et le métaphysique et le mystique, quoi. Donc tous ces passages de scènes de vie entre les personnages vont être développés comme ça. D'ailleurs, il y a pas mal de scènes coupées qui sont des scènes de vie. Il y a une partie d'échecs, il y a un moment donné où Michelle Yeoh elle récolte des carottes, il y a une scène de cuisine, il y a pas mal de petites choses comme ça qu'il a finalement coupé pour mieux rythmer le film. C'est ça. Mais voilà, et puis à côté de ça, il leur a fait des entraînements assez intensifs, notamment de vol en gravité zéro, en apesanteur, et il les a emmenés aussi dans un sous-marin thermonucléaire, histoire de comprendre la notion de vivre en confinement. Ouais, de vivre en claustrophobie. Ouais, ils auraient pu regarder le film de Wolfgang Petersen, ça suffisait, quoi. Mais non, fallait le vivre pour ça. Et en plus, donc, Cillian Murphy a passé beaucoup de temps également avec un vrai physicien, Brian Cox, donc qui était engagé sur le tournage comme consultant et qui finalement va rester plutôt pas mal de temps durant le tournage, quoi. Et d'ailleurs, c'est un tournage qui va durer 3 mois, qui a commencé donc le 23 août 2005 au studio Three Miles de Londres, donc dans des conditions extrêmes pour les acteurs, car en fait c'était très compliqué, notamment sur les scènes avec les combinaisons. Les combinaisons faciales dans ce film, en fait, elles sont assez larges, assez grandes, dorées, avec des grands casques, d'ailleurs assez inspirées des combinaisons de samouraï, enfin des techniques d'habillage de samouraï japonais. Et il y a eu énormément de design. J'ai vu une interview de la personne qui s'occupait du design. Il y avait une personne qui s'occupait exclusivement du design des combis, quoi. Donc ils sont vraiment allés chercher entre les trucs un peu représentatifs, comme tu dis, des combis de la culture asiatique, et en même temps le côté scientifique avec les trucs qui captent les rayonnements, etc. Donc voilà, il y a eu tout ça, et puis et voilà, je te laisse continuer. Oui. Et donc voilà, ça a été très compliqué. Il y a des acteurs qui, notamment Hiroyuki Sanada, qui est passé une journée dans la combinaison, qui est allé à l'hôpital par la suite. On a Chris Evans qui lui a pas mal souffert, notamment sa scène où en fait son personnage se sacrifie, donc va se retrouver dans une eau vraiment glacée, parce que Danny Boyle voulait absolument qu'il ressente la froideur et le personnage et les conditions dans lesquelles il est en train de mourir, en fait. Ouais, c'est l'unité centrale qui a besoin d'être dans un liquide de refroidissement. Voilà, dans liquide d'azote. Ouais, liquide d'azote. On envoie Chris Evans dans de l'eau glacée. Évidemment. Il y a une toute première scène d'ailleurs qui prépare un petit peu à ça, quoi, parce qu'il perd une clé à molette et il la récupère très rapidement. Le film a beaucoup d'éléments de foreshadowing. Ce principe de foreshadowing, qui est de donner un indice sur le déroulement avec un élément de détail, de donner un indice sur un élément beaucoup plus central par la suite. Ouais. C'est ça. Alors ce fut un tournage compliqué, en partie pour Boyle également, parce que lui, il voulait que tout soit convaincant et plausible. Et c'est vrai qu'en fait, Boyle est plutôt enclin à suivre un peu son instinct et ses impulsions du moment durant les tournages. Mais le problème, c'est que quand on fait un film de science-fiction où il y a beaucoup d'effets spéciaux, on doit se concentrer et se focaliser forcément sur le travail en amont, et bien évidemment on parle donc du storyboard, c'est chose que Danny Boyle a eu beaucoup de mal, et c'est pour cela qu'en fait il a fait appel à une seule société d'effets spéciaux, donc la London Movie Pictures Company, qui pouvait se concentrer uniquement sur ce film et ne pas avoir, on va dire, de divergence artistique, et que Boyle puisse contrôler en fait chaque entreprise et chaque personne sur ce projet-là, quoi. Mais c'est vrai que pour lui ça a été très compliqué, et il voulait quelqu'un qui est pas habitué à travailler de cette façon-là, et puis en fait il explique que il doit envisager son film avec des gros creux, quoi, qui vont être ensuite comblés par la post-prod et par les effets spéciaux, mais
plusieurs mois, voire quasiment un an plus tard. Donc il doit tout concevoir en anticipant ces zones vides. Il a essayé au max en fait d'éviter le plus de fond vert possible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plans avec le soleil. En fait, c'était des immenses écrans en fait où que les acteurs pouvaient vraiment se focaliser là-dessus. Et c'est vrai qu'en fait la post-production a été plutôt longue, tellement longue qu'en fait que ça a retardé la sortie du film et que ça a englobé, on va dire, un petit dépassement de budget de 5 millions. Et forcément, le résultat tient quand même plutôt bien la route, il faut quand même le signaler. Bah oui, puisqu'on a d'un côté un technicien de l'image comme Danny Boyle, et puis justement, il s'est entouré d'un chef-op pour qui ça a été un grand défi le grand défi de savoir comment représenter quelque chose comme H. Köchler, un directeur de la photographie allemand. C'est un Allemand. Qui a fait un boulot absolument exemplaire sur le traitement de la lumière. Ouais, c'est comment représenter le soleil à l'image, sachant que le soleil, il va être filtré par le vaisseau et les personnages vont avoir un petit peu en eux ce côté, encore une fois, métaphysique de la petitesse de l'homme face à la grandeur de la création, et ils vont vouloir constamment voir l'éclat du soleil à son plus grand, à son maximum. Tout début du film, en fait, on voit le personnage de Searle, donc campé par Cliff Curtis, qui est donc le psychiatre dans la compagnie, qui donc en fait se met constamment à regarder le soleil, mais il est qu'à 30%, il ne peut pas plus, et il va même quand même jusqu'à se brûler la peau. On le voit, il a des petites scarifications par-delà même, mais il ne peut pas plus en fait, parce que le soleil est tellement puissant. Sinon il y a des dommages irréversibles. Ils ont une unité centrale du coup qui est un petit peu comme le HAL de 2001. Clairement, et donc ils ont embauché une comédienne principalement pour ce rôle qui a eu pas mal d'essais et pas mal de elle s'est imprégnée de finalement elle jouait une machine et du coup elle humanise beaucoup aussi cette unité centrale, ce robot et donc ils vont souvent faire appel à elle pour savoir jusqu'à où ils peuvent aller en termes de non seulement d'oxygène mais aussi de leur rapport au soleil en termes de ce qu'ils peuvent regarder ou pas. Oui, parce que c'est vrai qu'en fait on l'explique pas, mais en fait le vaisseau donc part en direction du soleil, donc avec cette bombe, et la forme du soleil, enfin la forme du vaisseau, c'est comme un espèce de parapluie, donc avec un gigantesque dôme. Oui. Qui protège en fait sur le long, on va dire sur un long couloir en fait les différentes unités donc où vivent la compagnie. Et donc le principe même, c'est donc de se rapprocher à fond jusqu'au soleil pour envoyer, enfin expulser au dernier moment on va dire la bombe. Et ce qui est bien, c'est que du coup dans le film, le facteur humain va être assez régulièrement mis sur le devant de la scène. C'est-à-dire que sans spoiler, même si on l'a déjà fait, il y a des passages où en fait il va y avoir des décisions humaines à prendre en connaissance de cause et en connaissance du risque scientifique ou non. Et en fait, tout ça va avoir un effet domino, un effet des conséquences. Et en fait, c'est assez intelligent d'avoir gardé l'humain vraiment au centre du film et au centre finalement de la dramaturgie et des relations entre chaque personnage. Parce qu'il y aura aussi quelques conflits, assez minimes finalement. Mais voilà, en fait, ça va vraiment être l'homme face au tout puissant au tout puissant soleil. Le soleil en fait dans ce film c'est un être mystique en fait. On a une déification que même en fait les scientifiques ne peuvent l'expliquer, chose que l'on voit notamment avec Kappa et d'autres personnages, mais on peut déceler forcément ici un parallèle avec un autre film qui relie un peu ça, c'est Solaris forcément de Tarkovsky, par l'influence quasi hypnotique en fait que le soleil exerce sur les astronautes, et le personnage de Searle est le plus représentatif là-dessus forcément. Et Danny Boyle expliquait que de toute façon quand tu fais un film de science-fiction, il y a 3 œuvres qui peuvent pas être ignorées, c'est Alien de Ridley Scott, Solaris de Tarkovsky et le 2001 de Kubrick. Il a dit tout n'est que finalement soit expansion de ce que ces films ont amené, ou alors référence ou citation, mais en tout cas, cela a été une de ses plus grandes craintes quand il a provoqué, on va dire, ce travail, en fait, quand il a voulu se lancer là-dessus, parce qu'il s'est dit, mince, je vais vouloir me comparer à tous ces cinéastes, que vais-je faire, comment je vais pouvoir m'en sortir, et finalement, en fait, c'est vrai que il se démarque, en fait, je trouve, des autres films de SF par ce traitement-là, le traitement du soleil. Ouais, c'est ça, c'était le gros défi pour eux, et de toute façon, ils ont utilisé des techniques de tournage, ils ont tourné alors je sais plus comment ça s'appelle, en anamorphique, je crois, je l'ai noté quelque part. En anamorphique, c'est ça. Je suis pas un spécialiste technique, mais en gros ça
ça permet de compresser l'image et du coup de donner une sensation de malaise aux éclairages et ensuite de les faire ressortir d'une manière beaucoup plus puissante ouais c'est ça dans les traitements ensuite en post-prod quoi. Et voilà, leur vraie question, c'était comment représenter ce soleil, comment représenter à la fois le côté, l'attraction du soleil, mais en même temps ce que ça peut provoquer au niveau de la folie, au niveau du malaise, etc. Et ils ont réussi intelligemment à le faire d'une façon technique, mais aussi par la musique, mais par les ambiances sonores et le sound design, et aussi qui est superbe, enfin, qui joue à 40%, je trouve, à l'immersion du film, et aussi par les réactions des personnages qui, bien qu'étant caractérisés d'une manière assez simpliste, au final permettent de comprendre réellement ce qu'il veut donner comme enjeu de manière humaine, quoi. Et ça c'est bien vu, je trouve. Oui, parce qu'on est sur un questionnement très philosophique, très sensoriel, comme tu le disais. En fait, il y a plusieurs développements progressifs sur ce que le soleil en fait peut faire sur l'être humain dans cet équipage. Parce que finalement, on voit d'abord Searle en fait qui a cette fascination, pas plus qu'autre chose à la base, même si finalement par la suite lui-même va vouloir provoquer en fait sa vision du soleil en se mettant à 100% pour se sacrifier quand il va revenir sur Icarus 1 et non pas le 2. Et en fait donc de l'autre côté en fait on a donc aussi par exemple le personnage de Kaneda qui va donc mourir en fait en voulant donc retravailler en fait le dôme qui s'est retrouvé en fait face à une mauvaise trajectoire en fait un mauvais calcul du personnage donc de Wong. Et là en fait à ce moment-là, c'est ça qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que Kaneda en fait se sachant en fait je pense perdu à ce moment-là, en fait il a loupé on va dire le coche de se sauver au bout de quelques secondes, décide de se retourner. De se retrouver confronté au soleil. Ouais, mais il y a une certaine fascination en fait, ils veulent se mettre face à l'absolu. Voilà. Ils veulent savoir ce que c'est. C'est l'homme qui défie Dieu. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça se fait dans des scènes qui sont vraiment esthétiquement somptueuses, surtout pour l'époque. Je trouve qu'il a un tout petit chouïa vieilli, mais même pas tant que ça. Mais aussi par l'écriture des personnages et par leur manière d'évoluer. Le film est assez court, il fait 1h40 et je trouve qu'il arrive vraiment bien à condenser toutes ces matières-là pour faire un film vraiment assez viscéral au final, quoi. Donc vraiment, il y a des éléments un petit peu du film, donc il y a des éléments du film science-fiction bien évidemment, du film un peu drame psychologique, etc. Mais il y a aussi des éléments du film d'horreur. Ouais, c'est le dernier acte du film. C'est notamment le dernier acte, et en fait, à travers cette dimension horreur, c'est là qu'il va mettre en avant tout ce concept de qu'est-ce qu'on est face à Dieu, et il ne faut pas défier Dieu. Dieu. Oui, parce que finalement, en fait, pour définir un petit peu l'histoire du film en différents actes, le début en fait du film a un rythme très lent, surtout sur la première heure, parce que finalement on est sur un côté très hard SF, qui va donc imposer un rythme mesuré avec des plans longs, et assez intimiste aussi. C'est quelque chose que Boyle le savait, et c'est pour ça qu'il a quand même travaillé cette mise en scène de cette manière-là. Et c'est vrai que la deuxième partie donc va vraiment lancer un peu plus l'histoire et l'intrigue, car en fait donc ils se retrouvent en fait donc avec suite des avaries. Ils vont découvrir en fait Icarus 1, qui est un vaisseau qui avait été envoyé 7 ans avant pour la même mission, mais qui s'est retrouvé perdu, qui donnait plus signe de vie, et la mission a échoué. La mission a échoué, donc ils décident de prendre la charge de Icarus 1 pour doubler les chances en fait de relancer le pouvoir du soleil. À nouveau sur un choix et une considération qu'un humain doit prendre. Et c'est là qu'arrive donc le troisième acte, qui part presque sur, on va dire, un slasher, avec donc le personnage de Pink Baker, qui était en fait le chef de Icarus 1, qui est incarné donc par Mark Strong, même si on le voit pas par l'image. Donc en fait qui va devenir fou en fait en cours de route, qu'il a saboté donc sa propre mission, et donc en fait il représente à la fois le fondamentalisme religieux, je trouve, parce qu'en fait il est brûlé par le soleil, il est persuadé d'avoir rencontré Dieu face à lui, et aussi forcément cette volonté de laisser les choses faire. C'est une décision de Dieu de détruire l'humanité. Si le soleil meurt, c'est Dieu qui, on doit pas, l'humain ne doit pas intervenir là-dedans. Mais bon, encore une fois, c'est plutôt bien vu de la part de Danny Boyle d'avoir fait une espèce de grande tragédie, mais même pas humaine, juste de tout, quoi, de tout ce qui existe, puisque les enjeux sont même pas juste humains. Il s'agit quand même de rallumer le soleil.
Mais voilà, il savait dès le début que scientifiquement parlant, ça tenait pas du tout la route. Ouais. Mais ah oui, parce que le film, en fait, dès le départ, en fait, il pouvait juste envoyer une sonde. Ouais, c'est ça. En fait, un équipage. Voilà, c'est ça. Et puis théoriquement, le Soleil, il est pas censé s'éteindre. Il est censé grossir. Grossir et se détruire. Ouais. Ouais, et se détruire, voilà. Puis devenir une naine blanche et après. Ouais. C'est ça. Et du coup, c'est finalement pas ce qui est très important. Au final, ce qui est important, c'est de définir de manière assez simple et assez basique la situation initiale pour que le spectateur il puisse très facilement suspendre son incrédulité et ensuite voir tous les enjeux dramaturgiques qu'il y a entre déjà des personnages entre eux parce qu'il y a forcément des caractères qui vont se rentrer dedans. Forcément. Les personnages en fait plus ou moins représentent l'humanité de manière globale et générale pour un peu caractériser ces personnages qui sont quand même très un peu hollywoodiens dans l'écriture. Ouais, ils sont assez faibles les personnages en termes d'écriture, mais on a le personnage de Kappa, donc campé par Cillian Murphy, qui est un physicien nucléaire, qui représente donc forcément la logique. On a donc Cassie, incarnée par Rose Byrne, qui est beaucoup plus douce, qui représente l'émotivité. Ouais. Oui, voilà, l'émotivité. En plus, forcément, Cassie, il y a toute une relation avec forcément les personnages mythologiques, Cassiopée. Ah oui, Mace, qui est incarné par Chris Evans, qui est le militaire, c'est la détermination. La mission doit réussir quoi qu'il en coûte. Coûte que coûte, ouais. Harvey, donc Troy Garretti, donc qui est l'expert en télécom, lui c'est la mélancolie. Ça se voit notamment par plusieurs séquences dans ce film. Lui, il veut rester chez lui. Ça se voit avec la séquence notamment contemplative où en fait ils fixent tous le soleil pour vraiment se remémorer en fait le principe de leur mission, donc de relancer la chose. Donc ça permet en plus au film de découvrir tous les personnages. Et en fait, c'est le seul qui ne regarde pas le soleil. Ouais. Il fixe la tête vers le bas. Il regarde en fait vers le bas pour penser à autre chose parce que c'est un personnage en fait qui ne veut pas être ici. Et c'est lui qui est, oui, c'est lui le mélancolique. Attends, rappelle-moi, c'est celui qui va donc pas vouloir laisser la combinaison à Kappa. Alors du coup, c'est assez marrant pour ce personnage en fait, la chef déco avait caché dans son décor, donc dans la chambre qu'il occupe, enfin dans le petit dortoir qu'il occupe, elle avait caché avant le tournage des lettres d'amour qu'elle a écrites elle-même. Et qui en fait sont très très belles quoi. Et en fait le mec les découvrait au fur et à mesure du tournage et en fait ça lui permettait d'être encore plus dans son personnage et de camper encore mieux le personnage mélancolique. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est une excellente idée, ouais. Bah ça montre encore la technique l'on voit en fait de chez Danny Boyle. Je pense qu'il a toute l'équipe pour lui de travailler sur le principe de méthode en fait, de laisser ses acteurs libre cours à ses personnages quoi. Et c'est vrai qu'en fait ça se voit encore plus, je dirais même par aussi son travail d'expérimentation. Alors c'est vrai que Boyle en fait c'est un mec qui travaille beaucoup l'image, peut-être même qu'en fait ses méthodes en fait de réal ont peut-être un peu vieilli avec le temps d'une certaine manière, il faut quand même le dire. Mais on voit quand même, malgré le côté hard SF dès le début du film, en fait il va vraiment au fur et à mesure travailler sur des moments très particuliers sa mise en scène. Donc par exemple notamment les images subliminales lors de la découverte de Icarus 1. Ouais, ça c'est génial, ça m'avait scotché à l'époque au cinéma vraiment. Notamment aussi quand les arrêts sur image en fait lorsque Kappa tente désespérément de rejoindre la bombe. Avec des fois il y a un espèce de freeze aussi. Il y a des effets stylistiques très clip quoi, finalement très numériques. Mais comme, par exemple aussi peut-être l'un des éléments aussi les plus déclencheurs, c'est la distorsion visuelle faite par des caméras à double objectif qu'il a utilisé notamment à chaque apparition du personnage de Pim Baker, donc par Mark Strong. En fait c'était une façon de faire de ce personnage en fait comme une espèce de présence spectrale et non pas comme un simple humain. Donc, et ça marche bien. On le voit pas. Ça marche bien parce que tu sais jamais ce que c'est. Est-ce que c'est un alien au final? Est-ce que c'est un corps étranger? C'est ça. Est-ce que c'est juste quelqu'un qui a gagné une force surhumaine à force de sombrer de plus en plus dans la folie et d'être de plus en plus lié à l'absolution divine quoi. Ça. Ou est-ce que c'est une idée? Ou est-ce qu'on sait jamais vraiment quoi. Et au final tout le dernier acte, donc toute la partie où Pim Baker est dans le vaisseau et qui ressemble finalement presque un peu à Alien finalement ils essayent d'échapper à cette présence qui veut saboter la mission quoi. Qui veut les tuer, tout simplement. Qui veut les tuer. C'est là que Danny Boyle va user de ces effets un peu clipesques qui me dérangeaient beaucoup à l'époque parce que je trouvais que que ça desservait le film, que ça lui donnait une teinte trop surréaliste. Mais au final, c'est quand même ça transmet le fait que plus ils approchent du soleil, plus il y a une distorsion totale, entre l'espace et le temps.
Et du coup, c'est par ces effets qu'on ressent ce côté vraiment où il y a plus rien qui. Surtout qu'au final, en fait, chacun va mourir sur ses différentes façons, parce que. Comme je l'ai expliqué, chaque personnage a une humanité, et forcément aussi chacun choisira un peu sa fin. Ouais, on a le sacrifice, on a l'illumination, on a le suicide. Ouais. Et forcément, il y a tout ce développement-là. Et le seul finalement qui va pouvoir réussir sa mission, c'est forcément le seul qu'il devait sauver par-dessus tout, comme l'explique Mace, c'est Kappa. C'est Kappa, et puis c'est également, pour être un peu dans l'extra-diégétique, c'est également la voix off du film. Oui. Kappa est celui qui narre les événements dès le début. En plus, il a une voix assez douce, je trouve, Cillian Murphy. Et d'ailleurs, il a un visage aussi assez particulier avec des traits très extrêmement fins. Et Danny Boyle disait qu'il adorait le fait de lui mettre autant d'enjeux sur son visage, quoi. Il aimait le fait que le spectateur puisse très vite accorder toute sa confiance. C'est pour ça qu'on le voit dès le départ, notamment sur le fait de parler avec sa famille sur ce long voyage, en fait, parce qu'ils ont les télécommunications qui forcément mettent du temps à venir. Mais du coup, lui aussi va également perdre aussi ce moment de douceur, parce que finalement, en fait, un des autres personnages va prendre trop de temps. Enfin, non, c'est Kappa qui va prendre trop de temps, et c'est un des autres qui va se venger. Il va y avoir un conflit par rapport au fait de communiquer avec la famille, ce qu'ils vont rentrer dans la dead zone, donc un moment ils ne pourront plus parler. Voilà, les communications seront plus possibles, et du coup, Kappa prend trop de temps à discuter avec sa famille, et du coup, un des autres personnages ne peut plus le faire, donc il y a des conflits internes, quoi, dans le vaisseau, mais c'est plutôt bien, c'est pas très important au final, compte tenu encore une fois des enjeux de SF, mais ça, très rapidement, ça permet de comprendre vraiment comment fonctionne ce vaisseau, quoi. Et puis, parce que de toute manière, voilà, le postulat de départ, c'est le huis clos, quoi. C'est le huis clos, et puis c'est 8 caractères très opposés qui doivent vivre ensemble avec une mission qui les dépasse, quoi. C'est un caractère opposé qui diffère, donc chaque personnage qui représente une certaine humanité, qui forcément aussi se retrouve confronté. Quasiment dans tout le film, en fait, on a vraiment une confrontation réelle entre le mysticisme et le pragmatisme. Ouais. Finalement, c'est comme c'est presque un conflit, en fait, qui relie à travers les deux acteurs principaux du film, donc à savoir Garland et Danny Boyle. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, c'est peut-être la force du film, en fait, qui fait ça. C'est-à-dire, il y a toujours une confrontation entre les deux, qui amène aussi, ça c'est un point important que voulait Danny Boyle dans ce film, c'est qu'il a retravaillé la fin. Car à la fin, en fait, donc Kappa va enfin activer donc cette fameuse bombe nucléaire, et en fait, il va se retrouver entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir d'un côté, en fait, la surface du soleil, et de l'autre, le début de la bombe. Et c'est une image assez forte, hein. Très symbolique, qui est encore plus magnifiée par la musique. Et moi, je me souviens, c'est un film qui m'avait énormément marqué au cinéma, parce que il m'avait happé par des images fortes, des trucs qui ont été impactants et qui encore fonctionnent encore aujourd'hui. Les images subliminales, je me souviens, j'avais quasiment sursauté. Ouais, les images subliminales dans Icarus 1, en fait, on voit des photos d'équipage. De l'équipage de Icarus 1, et en fait à peine il pénètre dans le vaisseau, il y a ces images enfin c'est une photo de eux à Noël, et il y a un léger effet sonore, il y a un léger effet sonore, et en fait ça permet de questionner tout de suite sur la présence de l'équipage ou leur absence. Enfin c'est génial, c'est des interférences en fait, et ça fonctionne trop bien. Il y a ça, il y a évidemment la musique qui est incroyable, la musique de John Murphy. John Murphy avec Underworld en fait. Ouais, donc Underworld, c'est un groupe d'électro, enfin de techno britannique, avec qui Danny Boyle avait déjà collaboré sur Trainspotting. C'est la musique qu'on entend à la toute fin de Trainspotting. Et donc en fait il a travaillé avec eux pendant la création et pendant le tournage du film. Il leur envoyait des éléments un peu des rushs, et Underworld créait une expérimentation sonore, des débuts d'ambiance, des nappes, et ensuite à la fin du processus, c'est John Murphy qui a retravaillé, qui a harmonisé la musique en lui donnant un côté plus enveloppé et plus musique de film, voire même presque plus classique. En fait, ça développe toute une symbiose entre donc l'image et le son, et surtout qu'en fait il y a une symbiose déjà entre le travail de Murphy et le travail d'Underworld, en fait. C'est ça. Parce qu'on a la confrontation entre le côté très classique de Murphy et l'expérimental. C'est ça, et c'est une musique très musique de film. Elle a vraiment un côté très musique de film, un peu grandiose, etc. Mais en même temps, c'est une musique assez insaisissable par les relents électro. Surtout la musique de fin, donc qui s'appelle l'Adagio in D minor.
qui a été réutilisée. Bah maintenant c'est une pub pour les assurances, à quoi. foison. C'est ça le problème, Voilà. un petit peu. Mais faut pas oublier qu'elle vient de Sunshine. Elle est plus connue que le film. Elle est plus connue que le film et voilà, et c'est préjudiciable. Enfin, c'est pas préjudiciable, mais bon, c'est un peu. Disons que la survie de toute la création vaut plus qu'une bonne assurance, quoi, je pense. Hein. Après, peut-être que je me trompe. Mais bref, donc voilà, la musique joue énormément à cette ambiance. Elle m'avait sidéré. Je me souviens à l'époque, la musique m'avait sidéré. C'était déjà le cas dans 28 jours plus tard. La musique m'avait vraiment scotché. Et je trouve qu'il y a vraiment une harmonie, une osmose entre l'ambiance visuelle et l'ambiance sonore dans les premiers films de Danny Boyle. Bah, surtout le morceau Adagio in D minor, en fait, il apparaît 2 fois dans le film, notamment durant la mort de Kaneda et après avec pendant le tout dernier acte. Enfin, le tout dernier acte, quoi, qui prend un peu plus d'ampleur même. Dans et puis il y a ce côté très progressif, très dans 28 jours plus tard, il avait utilisé du post-rock pour symboliser la découverte du Londres ravagé par le personnage. Là, donc il y a déjà John Murphy en plus. C'était déjà Cillian Murphy. Oui, et puis c'était déjà Cillian Murphy. Et 2 Murphy. Ouais. Mais là, non, la musique c'était Godspeed You Black Emperor. Oui, le morceau là, oui, pardon, j'ai cru que tu parlais de la. Et donc c'est très musical. Évolutif, et puis c'est une musique qui va vraiment grimper. Et émotionnellement, ça marche vraiment du tonnerre. Et vraiment, moi je pense que la musique, elle joue vraiment énormément dans la puissance dans l'évocation de tous ces. De toutes ces trucs, même si le film il a quelques défauts et qu'il est un peu bancal et qu'il a un peu vieilli, je trouve que ça continue à vraiment marcher du tonnerre, quoi. Clairement. Mais c'est vrai que c'est une des forces en fait du film, je pense, en fait, cette vocation à travailler à fond la direction artistique. Et surtout musicale, il y a vraiment une sobriété d'ailleurs technologique qui est dominée par le noir, gris, bleu, et notamment pour représenter le vaisseau, la vie qui s'y déroule pour arriver à cette mission. Et de l'autre côté, en fait, on a cette luminosité naturelle à dominante de jaune et de rouge. Ouais, c'est ça, Où en fait il y a ce principe d'expérimentation, on va dire, visuelle, qui va accompagner forcément le côté symbiotique renforcé par la musique, quoi. En fait, c'est un film qui est assez sensitif. Il va beaucoup te prendre par les sens, et en fait, c'est un peu, c'est voulu. Déjà, c'est incroyable, c'est de se dire en fait quelle touche musicale pourrait-on donner à une lumière, en fait. Oui, c'est ce que va faire le film. À une lumière, et puis aussi au vide cosmique, quoi. Donc c'est vachement important. Les personnages sont autant la folie des personnages va être autant liée à la solitude que au fait d'être confronté à l'absolu et au divin, quoi. Donc voilà, et là encore il faut une musique qui réussisse à transposer ces deux sensations et qu'elles se complètent. Et c'est aussi le cas dans la manière de tourner. Ils ont volontairement voulu faire des plans très sombres pour le vaisseau, pour que justement, quand il y a des passages où le soleil joue un rôle, que le spectateur soit réellement, viscéralement ébloui, quoi. Et en fait, encore une fois, je reviens sur ma séance de cinéma, qui date pourtant d'il y a quasiment 17 ans, quoi. Elle m'avait vraiment, vraiment marqué, quoi. Moi, ce qui me faisait marquer encore à cette époque, c'était aussi quand il y a la découverte d'Icarus 1, où il y a toute cette poussière sur le vaisseau, et qu'en fait on sait très bien que forcément ce genre de poussière, en fait, ça vient donc des décors, en fait, donc et qui est quand vraiment cette découverte assez macabre là-dessus, quoi. Ouais, mais le film, il y a une force, en fait, assez évocatrice à travers tout le film, je trouve. Le film, il jauge très bien, enfin, il arrive très bien à doser l'aspect horreur, l'aspect mélancolique, l'aspect le solaire, etc., la sobriété, le côté sombre, le côté solaire, le côté grandiloquent, etc. Et le plausible scientifique, même si on sait très bien que c'est absolument pas ça ne tient pas la route scientifiquement, mais ça reste des éléments plausibles quand tu les prends indépendamment, quoi. Je trouve que c'est un film qui, malgré, on va dire, sa structure semble très on va dire lambda dans le milieu de la science-fiction, mais en fait c'est un film très
très organique et très unique en son genre en fait. Et pour on va dire terminer dans cette émission, il faut quand même revenir sur l'après Sunshine. Et donc le film sort le 11 avril 2007 et c'est un flop magistral. C'est un gros flop, je crois qu'il a fait à peine 350 000 entrées ou 400 000, quelque chose comme ça. Sur les 400 millions, en France, sur les 400 millions initiales donc dans le budget plus les dépassements. 40 millions. 40 millions, j'ai dit combien? 400. Oui, non, 40 millions, pardon. Oui, 400, on n'y est pas encore. Sur les 40 millions initialement, donc en prévision en plus des dépassements, donc Sunshine n'a rapporté que 32 millions au box-office mondial. Ouais, donc c'est un raté pour... C'est un raté violent. C'est un raté violent et puis c'est un raté finalement un petit peu aussi artistique qui va sonner la fin de la collaboration entre Danny Boyle et Alex Garland. Jusqu'à prochainement, quoi. Oui. Bah, en fait, c'est un film qui a jamais laissé indifférent, en fait, que ça soit au niveau du public et de la critique. En fait, on avait des critiques assez dithyrambiques, d'autres qui étaient beaucoup moins. Ouais. Pareil du côté du public. En fait, c'est un film qui peut-être réussi en son sens parce qu'en fait, il n'a jamais laissé indifférent. Ouais, c'est ça. Et puis, il fait partie de cette petite catégorie de films un peu mal aimés et un peu et justement presque oublié. Ouais, en fait, oublié et qui est extrêmement culte pour pas mal de petits groupes de geeks, quoi. Ouais, mais tu me regardes, mais je peux te regarder aussi. Je te regarde, t'es mon seul interlocuteur, donc forcément je te regarde. Mais oui, c'est vrai qu'on a toujours... toi comme moi, on a toujours adoré ce film. Je pense qu'en fait, on a été aussi fasciné par la même en fait du travail de Boyle à cette période. Et quand on s'est dit, quand on a vu qu'il allait faire un film de science-fiction, forcément, on s'est dit, ok, bon bah là, ça peut être le film qu'on attend le plus. Et finalement, il ne nous a pas déçus. C'est vrai. En son sens, parce que on connaissait déjà le travail de Boyle. Je connaissais pas trop le travail de Alex Garland déjà à la base. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un film qui n'a pas démérité en fait son style, car en fait je trouve que Boyle a réussi à parvenir à maintenir son style de mise en scène tout en restant dans le carcan du genre de science-fiction. Et en s'élevant, je trouve un petit peu. Mais moi, Boyle, c'est un réalisateur que j'aimais beaucoup. Encore une fois, c'est un réalisateur qui est assez affilié à l'adolescence, quoi. C'est le genre de film que t'adores, ado, Trainspotting et compagnie, voilà. Et puis il m'avait tellement marqué avec 28 jours plus tard. La science-fiction, c'est un genre que j'adore par-dessus tout. Et du coup, là, tout était réuni, effectivement. Et c'est vrai que c'est un film qui m'avait vraiment, vraiment profondément marqué parce qu'il était à la fois ancré dans le style de Danny Boyle, il était pas décevant, et en plus de ça, il avait tous ces enjeux dans lesquels je m'étais énormément retrouvé par rapport, ne serait-ce qu'à des réflexions sur le philosophie, sur l'humanité, sur les abysses. Moi, je suis assez client de ce genre de thématique. Il y a des plans incroyables en fait dans l'espace aussi dans ce film. Donc toujours quoi, et voilà, forcément le film a ce petit côté un peu oublié et un peu que les gens aiment bien réhabiliter de temps en temps. J'aime assez bien le côté symbolique, même si forcément il y va pas avec subtilité. Des fois, il y a des gros sabots, parce que le nom du vaisseau s'appelle Icarus. Ouais, voilà, mais bien sûr. D'ailleurs, on voit la destruction de Icarus 1. En fait, on voit qu'il y a même les ailes d'Icar qui sont brûlées sur le dôme du vaisseau. Mais je trouve qu'en fait, il y a aussi beaucoup de choses d'intéressantes dans ce film, dans sa conception, car en fait, c'est un film qui... a rendu peut-être certes un peu amer Garland sur le résultat final, mais je trouve qu'en fait Boyle a réussi à faire quelque chose de peut-être qui se sentait pas assez grand pour ce genre de projet. Boyle va même dire qu'il n'a pas du tout apprécié le fait de travailler constamment en studio. Il dira de son propre aveu qu'il ne fera plus jamais de films de science-fiction. Et puis il avait un trop gros budget. Lui, il était habitué à des sommes, habitué à des films beaucoup plus moindres, on va dire des sommes de plus de 20 millions grand max. Là, il avait le double. Et c'est vrai qu'en fait, je trouve que ça reste très intéressant parce que c'est un film qui, peut-être tel un peu comme son Icar, en fait, ils se sont peut-être un peu brûlés les ailes sur ce projet. L'ambition, elle est assez démesurée quand même, ce genre d'histoire. Voilà, c'est quand même parti. Enfin, c'est audacieux quoi de raconter ce genre d'histoire aussi rapidement. Tu serais prêt à attendre un film qui dure 3h30 quoi, tu vois, avec ce genre de thématique. Oui, c'est un film qui aurait pu durer 2h, 2h20 sans problème. Ouais, facilement. Ouais. Bon, les scènes coupées sont assez longues. Je crois qu'il y a quasiment 25 minutes de scènes qui ont été coupées au montage, plus ce qui a été sucré sur l'écriture. Moi, je pense qu'une
qu'une romance entre Cassie et Kappa aurait pu fonctionner parce que les deux personnages représentent quelque chose, on dégage quelque chose d'assez unique. Mais bon, après, c'est tout aussi bien d'être resté un peu pragmatique là-dessus et d'avoir gardé. Finalement, ils ont tous une histoire, enfin, ils ont tous une romance avec leur mission, quoi. C'est plus ou moins la même chose, ouais, parce que finalement, Kappa donc devait vraiment s'occuper totalement de sa, on va dire, de sa bombe. Ouais. Cassie, en fait, était là un petit peu pour être c'est une des pilotes, je crois. C'est une des pilotes, oui, qui devait représenter forcément la compassion entre tous les personnages, parce que finalement elle est reliée avec tout le monde, puisque c'est elle qui les dirige. Ouais. On a Mace, en fait, qui lui a été la détermination pure et dure. Il y a vraiment quelque chose de tragique, tu vois, dans le fait qu'ils soient tous connectés à leur mission. C'est ça. Corps et âme, quoi. Enfin, ça reste quelque chose qui pour moi fonctionne encore aujourd'hui vraiment extrêmement bien, quoi. Un peu comme le personnage de Wong, en fait, qui va donc sans vouloir, en fait, d'avoir tué involontairement Kaneda, parce qu'en fait c'est à cause de lui qu'il y a une mauvaise trajectoire face au soleil, et donc décide de se suicider parce qu'il ne reste plus beaucoup d'air, et donc pour que tous les autres puissent parvenir à la mission, préfère mourir, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a aussi il y a cette notion comme Searle aussi qui va se sacrifier en restant sur Icarus. Il y a cette notion de sacrifice qui est constamment mise en avant dans le film. Il y a vraiment des thématiques qui sont fortes, qui sont vraiment très très denses et auxquelles le film répond, je trouve, avec des points d'incise qui sont vraiment pertinentes et très précises et qui touchent. Certes, ça développe pas grand chose et ça va pas trop loin, mais ça vraiment c'est des points d'acupuncture, quoi. Ça touche vraiment pile poil où il faut. Ça. Et de manière très simple et très précise. Et en fait, c'est comme ça que le film finit par fonctionner dans son ensemble. Quand tu mets en parallèle également l'aspect visuel, le sound design, la musique, même l'acting, je trouve qu'ils s'en sortent tous très bien. Donc voilà, moi c'est un film que personnellement j'adore et c'est un de mes films de SF préférés des années 2000 haut la main, quoi. Ouais, clairement. Alors c'est vrai que Boyle, en fait, par la suite, donc, va travailler sur des films que l'on va dire un peu plus terre à terre. Alors, c'est notamment Slumdog Millionaire, c'est un peu le film qui va aussi le foutre au firmament à Hollywood avec les Oscars. C'est la première fois qu'il a eu un Oscar. Oui, ça, voilà. Ouais. Et après, donc, il va continuer avec 127 heures. Alors, c'est vrai que sa filmographie est vraiment dents de scie par la suite, que ça soit Trans, Steve Jobs ou Trainspotting 2. Et il est revenu en 2019 avec Yesterday. Et de son côté, Alex Garland, comme je l'ai dit, en fait, il va enfin passer derrière la caméra. Il va continuer dans la SF, notamment avec son premier film, Ex Machina. Il a fait que de la SF, je crois. Ou Annihilation. Après Men, on est un peu plus sur du thriller psychologique. Ouais, et puis comment on appelle ça, des films un peu métaphoriques comme ça. Voilà, on est plus sur du méta qui m'avait pas trop plu. Il a essayé il s'est lancé dans la série aussi avec Devs. Ouais, Devs, et puis il a sorti donc son Civil War aussi récemment, film que je trouve un peu intéressant quand même sur l'idée de questionnement sur le journalisme en termes de conflit. Moi, je trouve qu'il y a à boire et à manger dans le Garland réalisateur dans tous ses films, sauf Annihilation, qui est une merveille. Pareil, qui joue vraiment sur les ambiances et ce côté mystérieux, ce côté labyrinthique, et puis encore une fois le vide sidéral, et l'errance, quoi. Enfin, c'est vraiment Annihilation. Je trouve que c'est vraiment une merveille, quoi. Et donc quasiment 20 ans après, plutôt 18 ans après, donc Garland et Boyle vont se retrouver enfin donc pour conclure, on va dire, cette trilogie donc de 28 jours plus tard, avec donc 28 years later, donc 28 années plus tard, je pense. Ils n'ont pas encore donné le titre en français, mais je pense que ça va être celui-là. Donc qui va donc sortir normalement en 2025, potentiellement en novembre. Alors c'est annoncé même en juin 2025 aux États-Unis, on verra très bien. Le film est en tournage, donc on retrouvera notamment Cillian Murphy au casting, accompagé donc de Jodie Comer, Aaron Taylor Johnson, Ralph Fiennes et Jack O'Connell. Ouais, là, je suis casting curieux. Est très intéressant. Je suis très curieux parce qu'il y avait quand même ce truc qui fonctionnait bien, je trouve, dans l'écriture entre Danny Boyle et Alex Garland, notamment sur. Moi, je trouve que la confrontation entre mysticisme et pragmatisme, que les deux se battent pour chacun de leur côté, était très intéressant et se relie en fait très bien dans Sunshine, quoi. De toute manière, Boyle c'est le réalisateur, donc c'est lui qui a le dernier mot, quoi. Mais Garland était juste, en fait, il voulait épouser la dimension scientifique et science-fiction un petit peu plus. C'est tout à son honneur. Moi, je trouve qu'ils ont fait un bon boulot, et au final, je ne regrette pas les choix qu'a fait Danny Boyle, parce que le film, il tient aussi beaucoup sur sa mise en scène, sur son esthétique, pour déployer
un petit peu toutes ces forces narratives, quand bien même elles auraient quelques faiblesses, quoi. Et du coup, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire pour 28 années plus tard, sachant que c'est également Alex Garland qui avait écrit le 28 semaines plus tard, donc le deuxième volet, quoi, qui est très bien aussi, mais qui n'est pas réalisé par Danny Boyle. Là, non, je suis très qui est réalisé par Fresnadillo. Oui, bah Juan Carlos Fresnadillo. Ah oui, alors Boyle a notamment fait la seconde équipe de tournage. Quand il y avait une petite pause sur Sunshine, pour se ressourcer, il allait sur un autre tournage. Sunshine était éprouvant visiblement pour Danny Boyle et était éprouvant pour l'équipe de Michelle Yeoh. Quand tu l'entends en interview, elle disait qu'elle voulait le tuer, quoi. Tous les jours, elle le voyait arriver, elle avait une espèce de boule au ventre. Ouais, de boule au ventre et l'envie de lui faire du mal, quoi. C'est pas étonnant. Mais bon, non, c'est un film qui fonctionne, et puis encore, il y a aussi ce rapport à la nature, il y a plein de choses, il y a plein de choses intéressantes à prendre dedans, quoi. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. C'est un petit oublié, c'est une petite, alors, c'est pas non plus un trésor, un film qu'il faut absolument récupérer, retrouver comme un trésor, mais c'est un film qui a tendance à être oublié, et je trouve que ça le. Et c'est pour ça que cette émission a été faite. Et bah voilà. Et bah merci en tout cas. Merci à toi Jérôme, merci Pierre à la régie, et donc on se retrouve pour la prochaine émission. Ciao tout le monde. Salut. RCN, www.rcn-radio.org